Donc, ah mince, je vais m'arrêter. Hein. Euh, c'est beau, mais je veux l'arrêter. Alors, pour continuer en musique. Alors, ce qu'on a voulu faire, donc, c'est mener une expérience. C'est bien un petit fond sonore comme ça. C'est apaisant. Alors, on a mené une étude où on a cherché à évaluer l'impact, le bénéfice de l'écoute de musique apaisante. Alors, apaisante, qu'est-ce qu'on appelle la musique apaisante, hein? C'est mode majeur, tempo lent, mais ça se discute. Hein, mais voilà, on a choisi des pièces musicales particulières auprès de participants. Donc, on mesurait leur activité au départ, au repos, et puis après, on leur demandait de s'engager dans des tâches cognitives qui demandent beaucoup de ressources chronométrées. On a parlé d'un stress cognitif. On ne les a pas stressés, mais on a parlé d'un stress cognitif, mais dont on sait que ça agit sur le système nerveux autonome. Et puis ensuite, on les a invités pendant 30 minutes, donc pour la moitié des participants, à se reposer dans le silence, et pour l'autre moitié, à se reposer dans le silence, mais en leur diffusant de la musique. Et les résultats qu'on a observés, donc alors là, ce sont les résultats de la variabilité du rythme cardiaque. Alors c'est contre-intuitif, hein. Quand ça diminue, ça veut dire qu'on stresse, et quand ça augmente, ça veut dire qu'on va mieux. D'accord, hein, c'est contre-intuitif, mais c'est comme ça qu'il faut dire ces résultats. Donc vous avez ici sur les différentes périodes de l'étude, donc en basal, donc c'est au repos au début. Là, on a les deux groupes, donc ici en bleu, silence, en rouge, musique. Tout de suite après l'investissement dans les tâches cognitives, on a une induction du stress pour les deux groupes. Et après, les deux récupèrent, donc par tranche de 10 minutes ici. Et ce qu'on voit, c'est que la récupération, c'est-à-dire l'activité du système parasympathique, d'accord, qui va rétablir cet équilibre, eh bien, il est meilleur, il est significativement meilleur dans la condition musique comparé à la condition silence. Alors, j'en viens à cette dernière partie, sur les effets, les bienfaits de la musique pour réduire les effets du vieillissement. On vient de voir effectivement que la musique, ça peut être un bon moyen de réduire le stress, l'anxiété. Et ça, c'est intéressant dans le cadre du vieillissement et du bien vieillir. Effectivement, la musique, bon, parce qu'elle peut agir sur la plasticité cérébrale, elle peut permettre un maintien des fonctions cognitives avec le vieillissement. Parce qu'elle joue sur nos émotions, eh bien, elle peut jouer sur notre humeur, notre anxiété, notre dépression. Et puis la musique, c'est aussi un bon moyen d'avoir des relations sociales. Et on sait que les relations sociales, chez la personne âgée, c'est essentiel pour un maintien des fonctions cognitives, de l'humeur en général. Alors, c'est Alain et collaborateurs qui ont émis une hypothèse sur ces effets protecteurs de la musique sur le déclin cognitif. Donc, ils reprennent cette idée de modification structurelle et fonctionnelle de la pratique de la musique. Alors, plus on va démarrer tôt la musique, plus ce sont des modifications structurelles qu'on va observer, mais il n'est jamais trop tard. Parce que si on démarre plus tardivement la musique, on aura aussi des modifications, peut-être pas structurelles, mais fonctionnelles, d'accord? Et en fait, finalement, on s'aperçoit que ce sont ces modifications fonctionnelles qui sont peut-être les plus intéressantes pour expliquer le maintien des fonctions cognitives et la préservation des fonctions cognitives chez le sujet âgé. Alors, ils ont proposé deux hypothèses possibles, deux patterns possibles. Donc sur les fonctions sensorielles et cognitives en général. La première, c'est ce qu'ils ont appelé la différence, l'hypothèse d'une différence préservée. Donc l'idée, c'est que avec l'âge, la performance diminue chez les musiciens comme chez les non-musiciens. Et s'il y a des différences structurelles, il peut y avoir une différence dès le départ entre musiciens et non-musiciens, mais elle se maintient. Mais la diminution des performances liées au vieillissement normal s'observe de la même manière chez les musiciens et les non-musiciens.
La deuxième hypothèse, qui est particulièrement intéressante, c'est celle, ils ont parlé de préservation différente. Pourquoi? L'idée est qu'on va observer une diminution des performances chez les musiciens et les non-musiciens, mais la diminution sera moins forte chez les musiciens comparée aux non-musiciens, enfin aux personnes qui se sont engagées dans une pratique musicale. Alors, je voulais terminer sur la présentation de résultats. Donc, on a mené une étude, grâce à la Fédération musicale de Savoie, qui m'ont permis en fait de recruter un certain nombre de personnes âgées qui étaient engagées à minimum une fois par semaine dans une pratique musicale, que ce soit chorale ou orchestre. Donc, on a souhaité tester ces deux hypothèses, donc en comparant 4 groupes de participants, donc musiciens ou non musiciens, âgés de 20-30 ans ou de 60-80 ans, sur des compétences auditives centrales, sur des compétences cognitives telles que l'attention, la mémoire ou certaines fonctions exécutives, et aussi sur des mesures de niveau d'anxiété et de dépression. Alors, sur les compétences auditives centrales, en fait, on s'est appuyé sur le test d'écoute dichotique. Est-ce que tout le monde... Non? Le principe du test d'écoute dichotique, c'est ça permet de tester les voies centrales de transfert de l'information auditive du système auditif périphérique vers le système central. Et en fait, on a deux voies, des voies directes, c'est-à-dire ce que vous allez entendre dans votre oreille droite va aller directement en temporal droit, et dans l'oreille gauche, temporal gauche. Et puis, vous avez les voies croisées, d'accord, qui vont, donc ça veut dire ce que vous allez entendre, ce qui va vous présenter dans l'oreille droite, va aller dans l'hémisphère gauche et dans l'oreille gauche, dans l'hémisphère droit. En situation d'écoute dichotique, on présente des mots différents aux deux oreilles. Et alors, c'est artificiel, hein, on n'est pas au quotidien, on n'est jamais en situation dichotique, mais ça permet d'annuler le transfert direct. D'accord, hein, les voies ipsilatérales ne fonctionnent plus. C'est plus que les voies croisées. Alors, on peut mesurer avec ce test ce qu'on appelle l'aptitude dichotique, qui sous-tend aussi certaines compétences attentionnelles auditives. Et sur l'aptitude dichotique, eh bien, si on compare, donc là, on a toujours les non-musiciens en bleu et les musiciens en rouge, on a une diminution ici, donc chez les non-musiciens, entre le groupe de 20-30 ans et 60-80 ans, mais pas de différence significative entre les deux groupes chez les musiciens. Donc ça, c'est exactement l'hypothèse d'une différence préservée. D'une préservation différente plutôt. C'est la deuxième hypothèse sur l'effet protecteur. Et on peut mesurer aussi ce qu'on appelle la prévalence d'oreille. La prévalence d'oreille, donc en situation d'écoute dichotique, donc c'est qu'on va mieux rappeler les mots qu'on aura entendus à droite. La majorité d'entre nous vont présenter une prévalence de l'oreille droite parce que les voies croisées sont plus rapides, d'accord? Et du coup, l'idée, c'est que ce qui est présenté à droite va aller directement dans les zones corticales du langage qui sont majoritairement latéralisées, je dis majoritairement, latéralisées dans l'hémisphère gauche. Cette prévalence d'oreille, ça on le sait dans la littérature, avec le vieillissement, elle augmente, d'accord? C'est-à-dire on a une augmentation de la prévalence d'oreille qui s'explique par une baisse des performances de l'oreille gauche et qui s'explique par un vieillissement du corps calleux, donc un moins bon transfert hémisphérique de l'information donc de l'oreille droite, qui doit du coup, enfin de l'oreille gauche, parce que comme ça arrive dans l'oreille gauche, ça va aller dans l'hémisphère droit et après il faut que ce soit retransféré dans l'hémisphère gauche. Donc, comme on sait que ce corps calleux, il y a des modifications anatomiques avec le vieillissement, et donc un moins bon transfert interhémisphérique, c'est comme ça qu'on explique cette augmentation de la prévalence de l'oreille droite chez les sujets âgés, avec l'âge en tout cas. Et là, vous voyez, on a bien cette augmentation chez les sujets âgés, mais pas d'augmentation. Ça ne baisse pas, hein, c'est pas significatif, d'accord? C'est-à-dire ça se maintient chez les sujets qui se sont engagés dans une pratique de la musique. Le même pattern de résultat est observé, alors ça pourrait expliquer notamment ces aspects sur l'aptitude dichotique et la prévalence d'oreille. On a fait une tâche de perception de la parole dans le bruit, où on a une préservation de perception de la parole dans le bruit chez les musiciens,
qu'on n'a pas chez les non-musiciens. Et sur les compétences attentionnelles, même pattern, préservation des compétences attentionnelles chez les non-musiciens, alors qu'on a, alors là, on a mesuré l'inhibition, donc ça augmente, plus ça augmente, moins bonnes sont les performances. Donc ici, chez les non-musiciens, on voit qu'effectivement, le groupe 60-80 ans, comme attendu, présente de moins bonnes performances que le groupe 20-30 ans, ce qui n'est pas le cas, enfin, il n'y a pas de différence significative chez les musiciens. Et enfin, pour ce qui concerne l'anxiété, là, il n'y a pas de différence, on n'a pas trouvé de différence entre musiciens et non-musiciens du point de vue de l'anxiété. Par contre, sur le niveau de dépression, on a un niveau de dépression qui augmente, qui est plus important chez le groupe 60-80 que 20-30 ans, mais qui n'est pas significativement différent entre ces deux groupes d'âge chez les musiciens. Donc des résultats encourageants, en tout cas, sur cette idée d'un effet protecteur dans différents domaines, différentes sphères cognitives, sensorielles et cliniques, enfin, l'anxiété et la dépression chez les sujets âgés. Juste pour conclure, bon, je reprends ici les mots d'Oliver Sacks. Bon, donc on vient de voir que la pratique musicale requiert et potentialise des fonctions cognitives qui ne lui sont pas exclusives. Et selon cet auteur, il soutient le développement de toutes les études dont je n'ai pas pu vous parler, notamment sur les troubles moteurs, par exemple dans la maladie de Parkinson, ce couplage auditivo-moteur, il est utilisé, il y a des méthodes d'indissage auditif, où en fait on voit que ça va aider les personnes qui présentent la maladie de Parkinson pour avoir une marche plus fluide. Alors c'est plutôt les aspects temporels de la musique qui influencent ici la marche chez ces patients. Les troubles du langage, ça permet aussi de réduire le stress et la douleur. Il y a des études qui ont montré que si on présente de la musique, et c'est utilisé dans certains hôpitaux, notamment le CHU à Montpellier, ils font de la musicothérapie auprès de patients post-opératoires. Dans certaines maladies aussi neurodégénératives comme Alzheimer, pour potentialiser les compétences mnésiques ou encore les troubles de la communication chez les personnes avec un trouble du spectre de l'autisme. Et sur les effets protecteurs de la pratique sur le vieillissement, bon, c'est plus récent. Il y a encore pas mal de questions et de choses ouvertes. Bon, il y a notamment la difficulté de ces variables confondues. Le problème, c'est que les personnes âgées qui sont engagées dans une activité musicale, c'est aussi des personnes qui sont engagées, qui sortent plus souvent, qui vont au musée, Donc voilà, donc des fois on a du mal à contrôler ces facteurs. Je parle de variables confondues parce que après, voilà, d'essayer d'évaluer spécifiquement l'effet de la pratique musicale, c'est compliqué en contrôlant tous ces aspects-là. Et puis il y a aussi, bon, c'est la question de la poule et l'œuf, c'est-à-dire est-ce que finalement les gens, pour les enfants, quand on voit que, bon, effectivement, les enfants qui vont s'engager dans une pratique de la musique intensive ont souvent des résultats académiques plus élevés. Enfin voilà, il y a une revue de Schellenberg là-dessus. C'est compliqué parce qu'en fait, est-ce que c'est pas, s'ils ont une appétence pour la musique, c'est peut-être parce qu'ils ont des capacités particulières dès le début qui les engagent vers la musique et qui pourraient aussi expliquer leurs compétences dans d'autres domaines. Bon, mais ça, c'est une question difficile. C'est parce que les enfants qui viennent de milieux sociaux favorisés. Alors ça, on peut le contrôler. Et ça, maintenant, c'est contrôlé. C'est-à-dire que la catégorie socio-professionnelle, bien sûr, elle joue énormément. Mais ça, il y a quand même eu beaucoup d'études où on contrôle justement la catégorie socio-professionnelle des enfants musiciens et non musiciens. À Marseille, il y a eu une grosse étude justement dans des écoles défavorisées, enfin voilà, où ils ont contrôlé. Et les effets, on les retrouve quand même. Donc on sait que c'est pas lié à la catégorie socio-professionnelle. Mais ça aurait pu, parce que ça fait partie. Mais ça, c'est plus facile que de contrôler le patrimoine génétique de départ. Donc voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que je n'ai pas trop dépassé. Et puis je passe. Voilà. Alors, merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. On passe à la session questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
J'ai deux questions. Ouais. Comment vous, enfin, je sais pas si est-ce que ça s'explique parce que par exemple au collège on a tous eu des cours de musique où on faisait de la flûte